Bienvenue, vous regardez France 24 et c'est l'heure de l'entretien. Lorsqu'on évoque la fermeture partielle du gouvernement fédéral américain, le fameux shutdown, ou bien encore la question encore plus brûlante du relèvement du plafond de la dette, on ne peut s'empêcher de penser à quelque ineptie comptable. Tout cela a un parfum d'irréel. Et pourtant, les conséquences de ce blocage et du bras de fer que se livre l'administration américaine et la majorité des élus républicains ont de quoi effrayer. Une cessation de paiement des États-Unis aurait des répercussions dévastatrices sur l'économie mondiale. Et puis, que dire d'un système politique où règne d'ordinaire l'art du compromis et qui est cette fois verrouillé par, au fond, une minorité de la population américaine. Ces questions et d'autres sont pour Alix Meyer, chercheur enseignant à Sciences Po Lyon, spécialiste des États-Unis. Merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir. On a une particularité dans cette affaire, c'est qu'il y a un double blocage. Il y a à la fois le shutdown dont on vient de parler et la question du relèvement du plafond de la dette. Quels sont les effets conjugués de ces deux blocages ? Alors, les effets conjugués de ces deux blocages, il faut les voir d'abord du point de vue économique, sur l'économie américaine qui risque de retourner en récession, une forte augmentation du chômage, et au niveau mondial, sur la finance, le système financier international qui deviendra très très perturbé si jamais il y a effectivement une cessation de paiement de la part des États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous décrire brièvement comment justement se propagerait la contagion entre les États-Unis et le système mondial ? Bien sûr. Alors, sans rentrer dans les détails, il faut simplement savoir que les bons du Trésor américain constituent la base pour les taux d'intérêt de quasiment tous les autres prêts qui existent au niveau mondial. C'est la base puisque jusqu'à présent, l'idée d'une cessation de paiement du gouvernement des États-Unis était simplement inimaginable. Mmh. À partir du moment où cette base, ce socle du système financier international est remis en cause, et ce qui se traduirait en réalité par une hausse potentiellement des taux d'intérêt pour les bons du Trésor américain, on pourrait voir un effet en cascade, un effet domino, qui augmenterait les taux d'intérêt sur toutes les obligations des autres gouvernements et des entreprises. Alors par exemple, si on prend le cas des pays émergents, ça donne quoi ? Ça donne des difficultés extrêmes pour réussir à financer leurs dettes. Mais c'est un problème qui ne concernerait pas que les pays émergents. Ce serait réellement, à l'échelle mondiale, a priori catastrophique. Sachant que, d'une manière générale, le problème des États-Unis n'est pas un problème financier. C'est là où la question devient très dangereuse quelque part, puisque la dernière fois que la dette américaine, que les agences de notation ont abaissé la note de la dette américaine, ce qu'elles ont pointé du doigt, ce n'est pas des problèmes de budget. Le déficit budgétaire est autour de 4%, ce qui reste tout à fait gérable à moyen terme. Le problème qu'elles ont pointé du doigt, c'est celui du dysfonctionnement du système politique, qui permet de ne plus avoir aucune lisibilité sur les actions de l'État américain. Alors, on va y venir justement. Ce blocage politique, est-ce qu'il est dû à cette droitisation finalement d'une partie du Parti républicain ? Évidemment, on pense au Tea Party. Est-ce qu'il y a là la raison majeure politique de ce blocage et de cette intransigeance ? Je crois qu'il est tout à fait clair que c'est effectivement un élément majeur. Ce qu'il faut voir malgré tout, c'est que les actions de cette frange un petit peu à l'extrême droite du Parti républicain sont tout à fait rationnelles dans leur circonscription. C'est-à-dire que leurs électeurs, dans leur circonscription, demandent ce type d'action et ce type d'opposition systématique. Circonscriptions qui sont d'ailleurs quasiment faites sur mesure. Circonscriptions qui sont parfois faites sur mesure, effectivement. Mais quand bien même elles ne sont pas faites sur mesure, ce qu'on remarque, c'est en fait la réponse à une évolution sociétale profonde qui entraîne la polarisation partisane, la polarisation idéologique des Américains en deux camps. D'un côté, un camp conservateur qui se retrouve dans le Parti républicain, de l'autre, un camp progressiste qui se retrouve dans le camp démocrate. Le problème étant que les institutions politiques américaines ne sont pas faites pour fonctionner avec deux partis qui se retrouvent idéologiquement opposés d'une manière aussi nette. Et jusqu'à présent, le système fonctionnait parce qu'il était possible pour les deux partis de s'entendre sur une sorte de compromis qui serait un peu centriste et qui permettrait de faire avancer les choses. Cela n'est plus possible aujourd'hui et c'est là que réellement on peut se poser des questions sur la viabilité de ce fonctionnement à plus long terme. On a lu
qu'une majorité d'Américains imputait la faute de ce blocage aux républicains. Pourquoi les républicains poursuivent-ils dans ce sens? Il y a quelque chose de presque suicidaire, ou alors sont-ils tellement certains de cette base Tea Party qu'ils la favorisent systématiquement? Mais comment expliquer le comportement des républicains? Alors en fait, ce qu'il faut réussir à comprendre, c'est la division au sein du Parti républicain. Puisqu'il y a certains républicains qui sont pour cette approche jusque-boutiste, et vous avez les cadres du parti qui, eux, essayent de pousser vers un compromis. Parce qu'ils sentent bien que la marque républicaine est touchée. Ce qui est important, c'est de voir qu'en réalité, le Parti républicain en tant qu'organisation est très faible. Et que chaque membre du Parti républicain poursuit un petit peu sa propre franchise, est une sorte de franchisé d'une marque du parti. Et avec la libéralisation du financement des campagnes, il devient tout à fait possible pour de nombreux hommes politiques de s'affranchir de l'aide du parti pour aller récolter des fonds auprès de groupes extérieurs qui ont des positions beaucoup plus extrêmes, dans la mesure où ils considèrent que leur destin politique n'est pas lié nécessairement au destin politique du Parti républicain à l'échelle nationale. Alors, on a vu aussi que dans cette affaire, les républicains avaient tenté, ou tentent encore, de rogner sur l'Obamacare, cette loi qui permet donc à une quarantaine de millions d'Américains d'avoir une couverture minimale santé. Est-ce que l'Obamacare est vraiment en danger dans cette affaire? A priori, à court terme, non. Et le fait est que, de ce point de vue-là, les républicains ont, semble-t-il, commis une erreur tactique. Ils ont pensé que le 1er octobre, comme cette date correspondait au début du financement de la nouvelle année budgétaire, et qu'elle correspondait en même temps au début de la mise en place d'une part importante de la réforme de l'assurance santé, serait un moment idéal pour faire pression et justement essayer d'annuler cette loi qui a été adoptée en 2010. Et qui a été validée par la Cour suprême. Validée par la Cour suprême. Mais leur objection, même s'ils continuent à penser qu'elle n'est pas constitutionnelle, leur objection est plutôt que, quelque part, ils ont peur que cette loi fonctionne et qu'à partir du moment où les Américains pourront aller accéder sur ce fameux site internet qui est ouvert depuis le 1er octobre, ils pourront voir qu'il est désormais possible pour eux de s'acheter une assurance maladie et, avec les subventions de l'État fédéral, de pouvoir s'offrir une assurance maladie qui les couvre pour les risques de santé. À partir de ce moment-là, il deviendra très difficile de faire machine arrière. Donc c'est réellement pour cette raison qu'il y avait urgence pour les républicains à agir avant le 1er octobre. C'est pour essayer d'éviter que la loi puisse fonctionner. Là où je pense, et je ne suis pas tout seul, je ne fais que répéter ce que disent d'autres observateurs américains, je pense qu'ils ont fait une erreur tactique, c'est que ce 1er octobre, la mise en place du site internet sur lequel les Américains devaient aller se connecter pour savoir à quelles subventions ils avaient droit, a été un fiasco technologique. Le site internet lui-même n'a pas pu recevoir des millions de requêtes, et donc il a été submergé. Mais comme toute l'attention était concentrée sur la fermeture gouvernementale, les échecs de ce programme que les républicains vouaient déjà aux gémonies n'a pas pu se transformer en capital politique pour eux. Donc c'est là que c'est tactiquement douteux. Oui. L'échéance du 17 octobre, qui est celle donc du relèvement du plafond de la dette, vous pensez à un compromis encore possible, ou bien justement la frange jusqu'au boutiste des républicains est prête à aller au clash de ce point de vue-là? Parce que compte tenu de l'électorat aussi républicain, c'est une forme de pierre dans le jardin également, parce que vous parliez des conséquences économiques, personne ne va rigoler dans cette affaire-là. Non, c'est sûr. Et en fait, je crois que ça va être un peu les deux. C'est-à-dire que la frange jusqu'au boutiste va refuser un accord sans doute jusqu'au bout. Mais ce qui va se passer, c'est que dès demain, les marchés obligataires vont réouvrir, et si réellement rien ne semble présager un accord, il risque d'y avoir des forts mouvements sur ces marchés obligataires et déjà peut-être aujourd'hui sur les marchés des actions qui vont forcer le reste du Parti républicain, les plus modérés entre guillemets, puisqu'ils sont déjà en fait très conservateurs, à trouver un accord avec les démocrates. Et vous aurez un accord qui va se façonner au Sénat, qui sera adopté par le Sénat et qui ensuite sera transmis à la Chambre où il sera adopté par une minorité de démocrates, c'est-à-dire la minorité démocrate, plus un groupe de républicains, et ce qui formera une majorité. Et ça peut être provisoire, on peut aller de provisoire en provisoire comme cela? On semble se destiner à de provisoire en provisoire, puisque c'est ce qui s'est passé déjà au mois de janvier. Et il est très difficile d'imaginer que les républicains vont simplement accepter un relèvement du plafond de la dette qui irait, par exemple, jusqu'après les élections de 2014.
sans doute s'achemine-t-on vers un relèvement du plafond de la dette qui nous amènerait jusqu'au mois de janvier, peut-être mars, mais sans aucun compromis par contre sur la réouverture gouvernementale. C'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait continuer à dissocier les deux problèmes en autorisant un relèvement du plafond de la dette qui permettrait d'éviter le risque de cessation de paiement, tout en continuant la fermeture gouvernementale. Dernière question rapidement. Dans ce cas de figure, Obama, qu'a-t-il intérêt à faire? Est-ce qu'il a intérêt à négocier ou bien à être totalement intransigeant, compte tenu du fait qu'il n'a pas de réélection en vue? Le problème, c'est que bien qu'il n'ait pas de réélection en vue, il reste le leader des démocrates et il sait qu'il y a une élection en 2014. Ils ne veulent pas être responsables de l'implosion de l'économie américaine. Au-delà de ça, je crois que personne n'a réellement intérêt à ce que les États-Unis se retrouvent dans une situation de cessation de paiement. Ce qu'il faut également comprendre, c'est que l'administration se trouve en réalité dans un véritable piège légal, puisqu'ils sont obligés par la loi de dépenser l'argent que le Congrès a déjà autorisé, et sans lever plus d'impôts, et ils sont obligés par la loi de ne pas emprunter plus de dettes, ce qui est contradictoire, puisqu'ils ne pourront pas faire l'un ou l'autre. Donc l'administration, si elle veut respecter la légalité, va devoir faire un choix, ou alors le Congrès retrouvera la raison et relèvera le plafond de la dette. Voilà, et c'est ce qu'on verra un peu plus tard. Merci infiniment Alix Meyer d'avoir été avec nous. Vous êtes sur France 24. Les informations sont en permanence. Vous n'avez aucune raison d'aller voir ailleurs. Merci de votre attention.